Merci de votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Koulouba sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et au chapitre des mesures individuelles, il a procédé à des nominations, dont celle de Madame Sissouma Aïda Kone, inspecteur des services économiques en qualité de secrétaire général du ministère du Commerce. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est envolé ce matin pour Ouagadougou au Burkina Faso. Il a été accompagné à l'aéroport de Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, les corps constitués. À Ouagadougou, donc, IBK prendra part au 20e anniversaire de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires, et nous parlerons plus en détail de ce voyage du président de la République avec nos envoyés spéciaux Aboubacar Traoré et Amadou Sankaré dans nos prochaines éditions. Le président de la République a rendu visite hier à la doyenne du district de Bamako. Cette visite s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion et du respect dû à l'âge. Sorona Keïta, âgé de 129 ans, a reçu des cadeaux et une enveloppe d'1 100 000 francs CFA. Le reportage de Mamari Koni. C'est une habituée de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion qui a reçu ce mercredi la visite du président de la République. Pour la 5e fois, Sokona Keïta, 129 ans, reçoit le président de la République. La doyenne de Bamako, qui semble être au parfum de l'actualité nationale, a fait beaucoup de bénédictions pour les autorités et pour le retour de la paix. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Amen. 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 Le chef de l'État lui a apporté 2 béliers, un boubou, des paquets de spaghettis, un foulard, un chapelet, des noix de cola et la somme de 1 100 000 francs CFA. Ibrahim Boubacar Keïta a placé cette visite sous le signe du respect. Le respect de la solidarité, le respect dû à l'âge. Tous ceux qui me connaissent savent que j'accorde le plus grand prix à cela. J'ai toujours dit que j'étais révolté quand je vois que aujourd'hui le civisme, l'éducation morale ont tellement reculé que ce principe élémentaire de notre société n'est plus observé. Tout celui-là, toute celle-là qui ne serait pas de respect dû et observé à l'âge, aux cheveux blancs, ne saurait avoir mon estime. Donc je suis venu voir aujourd'hui la mère du Mali, la maman du Mali, plus que centenaire, en souhaitant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la conserve encore. Et vous avez vu qu'elle a tout ça de décider. Et j'ai souhaité qu'elle fasse des bénédictions pour le Mali. Elle a fait ça dans le règle de l'art, en bonne et due forme. Cela est le Mali. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, qui a pris une part active dans l'institutionnalisation du mois de la solidarité est une action de tous les jours. Pour moi, la solidarité n'est pas un objet politicien. Ce n'est pas une histoire d'un mois. C'est nous qui avons, avec le président Konaré, instauré le mois de la solidarité. Ce fut une belle inspiration. C'était pour rappeler à nos compatriotes qu'il y a un principe fondateur de la société malienne que nous saurions oublier. C'est un rappel général. Mais pour moi, personnellement, c'est du quotidien. Il n'y a rien de nouveau dans mon être, dans mon attitude, dans ma façon de faire et d'être. Chacun peut en témoigner, que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas, l'on me sait en tout cas de respect total et avéré à l'âge, au grand âge. Et toute société qui viendrait à l'oublier le paierait très cher. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, de manière solennelle,
pour ce rappel. Il faut que le Mali se retrouve sur ses pieds, sur ses valeurs. C'est ce Mali-là qui peut aller à la rencontre du reste du monde pour une présence réelle, une présence qui ne soit pas une présence médiocre, mièvre, mais de qualité. Je parle souvent de l'humanisme soudanien. Voici un de ses principes fondateurs, la solidarité, le regard et la considération, le regard à l'autre, la considération de l'autre, surtout quand l'âge s'y mêle. Ça, c'est le Mali. Autrement, nous serions méconnaissables qu'à Dieu ne plaise. Né en 1884, Sokona Keita jouit de toutes ses facultés. Elle est mère d'une dizaine d'enfants dont 3 filles sont en vie. Elle a plus d'une vingtaine de petits-fils. La doyenne de Bamako vit à Sebeninkuru dans une maison construite par l'État malien pour 10 millions de francs CFA. Elle le mérite vraiment. Le président de la République a élevé hier le chef d'état-major des armées françaises à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali. Un acte de reconnaissance à la France qui a permis à notre pays de recouvrer l'intégrité de son territoire. Après la cérémonie de décoration, Maliens et Français ont une séance de travail. Ensemble, les deux parties ont convenu d'intensifier les actions afin d'anéantir définitivement les terroristes. Mohamed Diarra pour les détails. Amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées françaises, au nom de l'armée du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali. Une cérémonie modeste mais combien importante dans les relations entre la France et le Mali. Par cet acte, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, réaffirme la reconnaissance du peuple malien à la France, qui a su intervenir au bon moment, mettant ainsi un frein à l'avancée des terroristes obscurantistes vers le sud de notre pays. C'est une reconnaissance, je crois, à l'endroit du chef d'état-major des armées, parce que avant même que tous les aspects formels ne se mettent en place, dès le 11 janvier 2013, l'amiral avait déjà contacté le chef d'état-major général des armées du Mali pour exprimer sa disponibilité. Et grâce à lui, je crois que l'opération Serval a été accélérée. Et puis grâce à lui aussi, dans le cadre de notre coopération avec l'Union européenne, l'armée française nous a permis d'équiper les bataillons que nous avons envoyés sur le terrain. Le récipiendaire très ému n'a pas souhaité s'exprimer. En retour, l'amiral Édouard Guillot a, au nom du président de la République française, décoré le chef d'état-major général des armées du Mali. Général Ibrahima Dembélé, au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. La cérémonie s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur de France au Mali. Cette distinction, le général Ibrahima Dembélé l'a dédiée aux forces armées du Mali. Je suis très honoré de la distinction qui m'a été conférée et à laquelle je n'avais pas aspiré. La plus grande joie, je la dois plutôt aux forces armées maliennes et de sécurité, en coordination avec les forces Serval et les forces MINUSMA pour la libération des régions nord du Mali. Auparavant, Français et Maliens ont eu une séance de travail à Koulouba. Ensemble, ils ont fait le point de la situation sécuritaire au Mali avant de jeter les bases d'un nouveau partenariat en matière de sécurité. Nous avons fait un point de situation avec le président sur la situation opérationnelle sur le terrain et puis sur la coopération entre la force Serval, la MINUSMA, les forces armées maliennes. Bon, je crois que c'est quelque chose c'était important que le président sache l'état des lieux et dans quelle perspective nous sommes. Vous voyez, partout dans le monde, c'est des forces qui se reconstituent assez rapidement, sous différentes formes, mais toujours avec les mêmes objectifs, sauf qu'elles sont moins efficaces, mais nous allons être encore plus vigilants. En tout cas, les deux parties sont conscientes que c'est l'union qui fait la force. Question de conjuguer leurs efforts pour anéantir davantage les terroristes. Louis Michel, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali, a été reçu hier dans la soirée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Louis Michel est arrivé à Koulouba pour remettre au chef de l'État le rapport final de la mission suite à l'élection présidentielle au Mali. Le rapport fait des propositions pour l'amélioration du processus électoral au Mali. Écoutons Louis Michel, interrogé à sa sortie d'audience par Adama Kodjo.
Je l'ai évidemment encore une fois félicité pour son résultat. Je lui ai aussi dit un certain nombre de recommandations qui étaient faites dans le rapport et que l'on pourrait peut-être essayer de mettre en œuvre dans la perspective des élections législatives, puisque j'ai été aussi reconduit comme chef de la mission d'observation électorale pour les élections législatives. Il a accueilli ça avec beaucoup d'ouverture de vue, avec une grande détermination d'essayer d'inspirer un certain nombre d'aménagements pour encore perfectionner davantage le cadre électoral, la manière d'organiser ces élections. Quels sont les points les plus saillants de ces recommandations? Il y a un certain nombre de clarifications au niveau de l'interprétation des lois électorales, par exemple. Tout ce qui touche à la collecte des résultats peut se faire de manière beaucoup plus ouverte. On peut mettre sur les sites, par exemple, les résultats bureau de vote par bureau de vote. Le système, la formation, par exemple, des agents électoraux. C'est extrêmement important qu'on continue à les former encore davantage pour qu'il y ait une conception commune, par exemple, de ce qui est un bulletin valable ou un bulletin qui ne l'est pas. Au niveau du comptage des bulletins de vote, je pense qu'on peut aussi encore renforcer la garantie des bulletins. Il faut compter les bulletins, il faut réconcilier les bulletins, comme on dit, c'est-à-dire compter le nombre de bulletins qu'il y a, vérifier si ça correspond au nombre d'électeurs de la liste électorale, aussi afficher les résultats aux bureaux électoraux. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra, a pris part à New York à la séance publique du secrétaire général sur la situation au Mali. À cet égard, le ministre Diarra a évoqué l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013, tout en réaffirmant la détermination de la nouvelle équipe gouvernementale sous l'autorité du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à parvenir à un règlement définitif de la crise malienne dans le strict respect de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'État. Voyons les grandes lignes du communiqué qui a sanctionné cette rencontre avec Ibrahim Traoré. La séance publique du Conseil de sécurité des Nations Unies a essentiellement porté sur l'examen du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord était là pour s'entretenir avec les membres du Conseil de sécurité des actions menées ou envisagées au Mali dans le cadre de la réconciliation nationale. Le ministre Diarra a révélé la préparation d'un plan de développement accéléré des régions du Nord, dont la première mouture a été approuvée le 14 octobre dernier lors d'une réunion entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Le ministre a rappelé aussi l'attachement du gouvernement au parachèvement du processus électoral avec l'organisation des élections législatives le 24 novembre pour le premier tour et le 15 décembre 2013 pour le deuxième tour. Abordant la question de la sécurité dans les grandes villes du Nord, le ministre Diarra a exprimé les vives préoccupations du gouvernement face au retour des groupes armés, terroristes et djihadistes qui continuent de représenter une menace sérieuse à la paix, à la stabilité et à la sécurité au Mali et dans la région du Sahel. Il a insisté sur la nécessité qu'impose le déploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national avec l'appui de la MINUSMA. Le ministre Diarra a lancé également un appel pressant à la communauté internationale, en particulier aux amis du Mali, réunis en mai 2013 à Bruxelles, en Belgique, pour une mobilisation urgente des contributions annoncées pour la relance du développement économique du Mali. En marge de la réunion du Conseil de sécurité, le ministre a eu une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au cours de cet entretien, le ministre Diarra a exposé la vision du président de la République sur la résolution de la crise du Nord. Il a souligné l'urgence du déploiement effectif de l'armée malienne dans le septentrion du pays avec l'appui de la MINUSMA et a mis l'accent sur la nécessité pour les groupes armés de coopérer pleinement dans la mise en œuvre de l'accord du 18 juin, notamment dans la région de Kidal. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général de l'ONU a réitéré sa décision d'entreprendre très prochainement une visite conjointe au Mali avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale et ceux de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement. Le droit international humanitaire, c'est le thème central d'une conférence tenue à l'ISPRIC, Institut des sciences politiques, des relations internationales et communication, une initiative de la direction de l'établissement en partenariat avec le CICR, et c'est pour approfondir les connaissances des assistants en droit international. Reportage Fademba Keïta.
Cette conférence s'adressait aux étudiants, c'était pour les édifier sur 2 sujets majeurs. La genèse et les missions du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, et le droit international humanitaire. Étant donné que le CICR est le garant du DIH, on fait des diffusions avec les militaires et pourquoi pas avec les étudiants. Là, dans ce cas, ce serait pour former et sensibiliser la jeunesse de demain par rapport au droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est un droit spécifique, c'est un droit spécial. Un droit spécial pourquoi? Parce qu'il ne s'applique qu'en période de conflit armé. L'initiative contribue à renforcer les compétences des assistants dans le domaine du droit en général et dans celui du droit international en particulier. L'esprit se veut un creuset d'idées, raison pour laquelle nous avons fait appel au Comité international de la Croix-Rouge pour échanger avec nos étudiants sur le droit international humanitaire, surtout dans la crise malienne, et aussi les activités que mène le comité au Mali. De sa création en 1999 à ce jour, la direction de l'Institut, dans la continuité des cours dispensés, organise couramment des conférences et formations intensives. Ces rencontres pédagogiques permettent aux cadres et étudiants d'améliorer leur niveau dans les différents domaines de compétences. Amnesty International Sikasso sensibilise les populations sur le droit à un logement pour tous. Elle vient d'organiser une journée d'échange autour de la problématique. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat édition 2013. Compte rendu d'Aouda Djakité. Amnesty International Sikasso a voulu, à travers cette initiative, largement échanger avec les populations et les élus sur les questions liées au foncier. Le droit à un logement décent pour tous, les cas d'expulsion dans les pays en voie de développement. Nous voulons aussi faire passer un message à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le message de la qualité de l'habitat. Il y a aussi le message du respect des normes liées à l'habitat. Il y a aussi des mesures qu'il faut faire pour éviter la création des bidonvilles. Et lorsqu'on parvient à faire l'application de ces mesures, vous comprenez qu'il n'y aura pas quand même expulsion forcée et collective. L'occasion était aussi bonne pour sensibiliser la population face aux expulsions forcées au Kenya. Expulsions contre lesquelles Amnesty International Mali s'élève vigoureusement à travers une pétition. L'objectif de cette pétition, c'est de soutenir ces victimes-là, les témoigner qu'ils ne sont pas seuls, que Amnesty International est là, à côté d'eux, comme quiconque qui sera victime de violations des droits de l'homme. Rappelons que la présente manifestation se tient dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat, célébrée le 7 octobre de chaque année. Des témoignages et prestations d'artistes sont venus meubler la cérémonie. Une opération Tabaski a été organisée par le collectif des ressortissants du Nord résidant à Ségou. Cette action est l'œuvre du roi Mohamed VI du Maroc. Elle visait l'accompagnement des déplacés du Nord dans la célébration de l'Aïd el-Kébir à Ségou. Reportage Fousseni Samaki. Au cours de cette opération Tabaski, 15 bœufs sont abattus au profit de 70 foyers déplacés du Nord résidant dans les communes de Ségou, Sébougou et Pelengana. Ce don du roi du royaume chérifien a pour but d'accompagner les populations affectées par la crise sécuritaire au Mali à l'occasion de cette fête de Tabaski. C'est une satisfaction aujourd'hui que nous nous retrouvons ici avec l'appui du roi du Maroc. Et ces $10 000, on a voulu bien les utiliser dans ces animaux-là pour permettre à nos parents déplacés de bien fêter avec nous. En remettant les bœufs aux bénéficiaires, le préfet du cercle de Ségou, Alassane Diallo, a salué ces gestes de solidarité marocaine. L'apport n'a jamais faibli, tant du côté du gouvernement que de ses partenaires. Et surtout l'action que nous venons de conclure tout de suite. Nous remercions le roi du Maroc. Et nous pensons aussi que c'est à juste raison de dire que c'est une tradition séculaire, parce que le Maroc et le Mali sont des pays que nous connaissons pour ce geste qui vraiment va droit au cœur de ses bénéficiaires, les déplacés et de nous-mêmes en tant que représentants de l'État au niveau de cette circonscription.
En recevant ces dons dans les communes respectives, les bénéficiaires ont affirmé que même s'ils sont loin de leurs familles respectives, l'hospitalité dans la capitale des Balanzans est toujours au rendez-vous. Autre action humanitaire, le service social des armées a procédé à la distribution de viande offerte par le ministre de la Défense et des anciens combattants aux orphelins et veuves de militaires tombés sur le champ de l'honneur à l'occasion de la fête de Tabaski. La direction du service social des armées a saisi également cette occasion pour remettre aux orphelins et veuves des militaires le lot de dons de produits comprenant du céréal, du sucre, de l'huile, du lait et des pâtes alimentaires offerts par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Suite à la conférence nationale organisée après le 26 mars 1991, l'une des alternatives pour enclencher le développement de notre pays a été la décentralisation. Le processus qui met au centre les populations se réalise avec l'implication du ministère de l'administration territoriale ou celui de la décentralisation. La cohabitation ou la collaboration entre ces deux entités connaît souvent des difficultés car le transfert des ressources n'accompagne pas intégralement le processus de décentralisation. Pour plus de détails, notre reporter Mamadou Doumbia a rencontré le président du Haut Conseil des collectivités et le maire de la commune 3. Reportage. Suite aux événements de mars 1991, le peuple malien avait besoin de profonds changements dans plusieurs domaines. Les pressions sociopolitiques et surtout administratives liées à la pauvreté ont donc amené le peuple à entreprendre des mesures pour y parvenir. La décentralisation en est une solution. Pendant longtemps, nous avons vécu dans un système de gestion qui était centralisé. Le constat a été fait qu'effectivement, surtout pour les services de base, la population n'était pas bien servie. Il est vrai que l'État central est un peu trop loin vraiment des populations pour pouvoir en tout cas satisfaire les besoins de base. Et pour lier l'acte à la parole, la conférence nationale qui avait réuni en son temps toutes les composantes de la société a permis de dégager des voies et moyens pour amorcer un développement basé sur la concertation. Pour moi, le seul passage obligé aujourd'hui dans le cadre du Mali et de l'Afrique d'une façon générale, pour sortir de toutes nos crises de développement, c'est une décentralisation immédiate et intégrale. Les CESCOM, les écoles communautaires, les points d'eau dans les villages souvent reculés sont aujourd'hui les fruits de la décentralisation. Tout ce qui concerne les services en matière d'eau, de santé et d'hydraulique est fourni par les représentants élus des populations elles-mêmes. Ce qui a été réalisé au cours de cette décennie, en école, construction d'écoles, donc scolarisation des enfants, ensuite en santé, CESCOM, pendant les 10 ans, les collectivités ont réalisé 10 fois plus que ce que l'État a réalisé de 1960 à 2000. Ces différents processus de développement enclenchés par les communes se font en collaboration avec le service de tutelle qu'est le ministère de l'administration territoriale ou celui en charge de la décentralisation. Et les principaux problèmes que l'on rencontre fréquemment dans certaines communes sont entre autres la spoliation des terres, les litiges fonciers et les difficultés financières qui perturbent le fonctionnement de la commune. Et souvent, nous sommes saisis de certains dossiers concernant ces incompréhensions, ces conflits d'attribution. C'est le rôle de la tutelle d'aller au niveau des collectivités, de faire son contrôle de légalité et de dire, monsieur le maire, tel acte que vous avez pris, ou tel comportement que vous avez observé, ou telle décision ne cadre pas avec la légalité de notre pays. Sans ressources appropriées, la bonne marche de certains services communautaires va être très difficile. La loi dit que tout transfert de compétences doit être concomitant avec celui des ressources. Ce qui n'a jamais été le cas.
Après l'occupation de notre territoire par des terroristes, le développement même au niveau de nos communes semble être menacé. Aujourd'hui, il faut aller sur de nouvelles bases, renforcer la décentralisation après la libération effective des 3 régions jadis occupées. La décentralisation, je crois que c'est le mode de gouvernance du pays qui a été choisi. Si ce mode de gouvernance effectivement satisfait les populations, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je crois la capacité des Maliens de rebondir, d'avoir les ressorts nécessaires pour rebondir. Donc je pense que nous pouvons nous ressaisir. Le transfert des ressources qui doit accompagner la décentralisation doit être effectif parce qu'aujourd'hui, la décentralisation en a besoin. Notre développement tout court en a besoin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et bon après-midi à tous.